Donc, la dernière fois, avec vos camarades, nous avions vu la distinction que Emmanuel Kant opère dans la critique de la faculté de juger entre ce qu'il appelle la beauté libre et ce qu'il appelle la beauté adhérente. Ok, beauté libre, beauté adhérente. Qu'est-ce qu'il appelle la beauté libre? La beauté libre pour Kant, c'est la beauté d'une chose qui plaît sans qu'on ait besoin de savoir ce que c'est que cette chose, sans avoir besoin d'un concept de cette chose. Et il va prendre pour exemple euh, une fleur, en fait, la plus bizarroïde qui soit, la plus extraordinaire qui soit. Parfois, je ne sais même pas que c'est une fleur tellement elle est extraordinaire. Je n'ai pas besoin d'avoir fait de la botanique pour en apprécier la beauté. Et c'est ce qu'il appelle, je n'ai pas besoin d'avoir fait des SVT, et en particulier de savoir, je ne sais pas moi, ce que c'est qu'un pistil, ce que c'est qu'un pétale, etc., etc., pour apprécier la beauté d'une fleur. Je n'ai pas besoin d'avoir fait de la science botanique, pour apprécier la beauté d'une fleur. Okay. Et il va dire, ça c'est la beauté libre. Pourquoi? Parce que c'est une beauté qui plaît librement à l'imagination. C'est une beauté dans laquelle l'imagination peut se projeter librement. Okay. On peut prendre d'autres exemples. Imaginons, je ne sais pas moi, les soldats de Napoléon qui débarquent en Égypte dans les années 1794, je crois, 95. Ils débarquent en Égypte et ils sont subjugués par la beauté des temples et en particulier de certaines statues de dieux égyptiens. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils n'ont jamais, si vous voulez, ouvert, et à juste titre, parce qu'on avait peu de connaissances historiques à ce sujet, ils n'ont jamais ouvert un livre d'histoire sur l'Égypte ancienne, et ils vont quand même trouver ça beau, sans avoir de concept de ce que c'est, sans savoir ce que c'est. Ça va, ça? Beauté libre, ça va? Sans avoir à se demander ce que c'est. Sans même avoir à se demander ce que c'est. Ouais. Par défaut, expliquez-moi. Alors par défaut, ça veut dire on a un choix à faire et on est totalement indifférent. Donc on fait un choix parce il faut bien faire un choix. C'est ça que ça veut dire par défaut. Euh, on pourrait se dire que la beauté libre, c'est une beauté qui a une forme, mais cette forme nous surprend. C'est surtout ça. Cette forme nous plaît et nous étonne, et on ne sait pas vraiment pourquoi on aime, mais on aime. Ok. Je sais pas, euh, c'est l'émotion que devait ressentir, parce que maintenant on ne peut plus explorer grand-chose, c'est l'émotion que devaient ressentir certains explorateurs qui tombaient sur une civilisation, euh, qui découvraient une civilisation perdue, oubliée, endormie, et qui étaient fascinés par ça, euh, sans vraiment savoir pourquoi. Sans vraiment savoir pourquoi. On peut penser aux explorateurs français hein, qui ont découvert pour la première fois le temple d'Angkor dans la jungle, qui se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Le temple d'Angkor, c'est ce gigantesque temple. Alors je ne sais pas ce qu'il est hindou. Je ne sais plus exactement, avec énormément de bâtiments, de petites statues. C'est absolument magnifique. C'est une ville en fait. Quand ils ont dû tomber là-dessus, ça a dû être un choc esthétique, quoi. Alors, euh, beauté adhérente. Beauté adhérente. Qu'est-ce que c'est que la beauté adhérente? Alors vous allez vite comprendre, c'est le contraire effectivement de la beauté libre. La beauté adhérente, c'est la beauté qui plaît par rapport à un concept préalable. On a une certaine idée de ce que doit être une chose, et si la forme de cette chose correspond à l'idéal que nous avons, au concept que nous avons, alors nous allons la juger belle. Par exemple, hein, on pourrait dire, plutôt que ce cheval est beau, on va dire c'est un beau cheval. C'est-à-dire que j'ai une idée du cheval, si vous voulez.
j'ai un idéal du cheval, et ce cheval va coller à cet idéal. Ok. Donc en fait, ce qui se passe dans le cadre de l'émotion que nous ressentons face à la beauté adhérente, c'est que nous avons un certain concept de la chose. Est-ce que la forme de la chose adhère, colle au concept que nous en avons ou pas, ou pas. Et Kant va prendre l'exemple du corps humain. Effectivement, nous avons un certain, je ne sais pas si vous avez vu ce dessin très célèbre, célébrissime, de Léonard de Vinci qui s'appelle l'homme de Vitruve. Vous savez, c'est cet homme qui a les bras écartés, qui est inscrit à la fois dans un carré et dans un cercle. Okay. Et c'est l'idéal de proportion de ce que doit être un corps humain. Alors ça, c'est très pratique pour comprendre ce que c'est que la beauté adhérente chez Kant. Et bah, tout simplement, un corps qui dévirait trop de ses proportions serait jugé, dans les termes d'Aristote, monstrueux, difforme, et précisément parce que ça ne serait pas parce qu'on aurait un idéal, si vous voulez, du corps humain qui ne serait pas respecté dans sa forme, on dirait que cette chose est laide, ce corps est laid, tout simplement parce que il ne correspond pas à cet idéal formel. Et c'est comme ça que fonctionne la beauté adhérente. Part d'une certaine manière un préjugé que nous avons et qui nous sert en fait de norme de jugement. Oui. Bah non. Si on n'a jamais vu la chose, ou en tout cas, si on n'en a jamais entendu parler, si on n'y a jamais pensé, euh, par exemple, je sais pas moi, on peut nous avoir fait un récit, par exemple, des hautes plaines américaines. Ça sera quand même un concept. On n'aura jamais vu ce que c'est qu'une plaine, par exemple, parce qu'on vit à la montagne. On n'aura jamais été aux États-Unis ou en Amérique de manière générale. Et si jamais on est déçu par les hautes plaines américaines, on aura quand même un concept de cela. Vous alliez dire quelque chose en plus? Le soleil, on l'a jamais vu. Alors à Chartres, parfois on ne le voit pas, mais on le voit quand même relativement tous les jours dans le soleil. Ah, de près. Ah oui, oui, de près, d'accord. Oui, mais on peut en avoir une représentation quand même, photographique. Ouais. Approximatif, c'est certain, mais oui, parce que de toutes les manières, on ne peut pas, quand on photographie, il y a un problème de luminosité qui se pose assez vite, hein. Globalement, en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que la beauté libre est peut-être la plus rare de toutes. C'est un mode de beauté, une manière d'être de la beauté qui est très rare, parce que euh, à mesure que euh, on va dire à mesure que le monde se rétrécit avec la mondialisation, nous avons des concepts de beaucoup de choses. Nous avons des concepts, même approximatifs, des cultures les plus lointaines, de la culture japonaise, de la culture hindoue, euh, des cultures africaines, des cultures sud-américaines, mayas, aztèques, etc., etc. Bah voilà. Euh, donc en fait, on pourrait penser que on va de plus en plus juger en fonction du concept de beauté adhérente. Alors, sauf que, euh, parfois, hein, et justement notamment dans l'art, euh, on va nous représenter un objet qu'on connaît, hein. Je ne sais pas moi, un arbre ou n'importe quoi, un cheval, tiens, un chat, et c'est la manière dont le peintre va la représenter, ou va le représenter, qui va euh, faire jouer notre imagination. Et là, on retrouve le concept de beauté libre, si vous voulez. Euh, Quand on est face à certaines œuvres où, par exemple, des animaux sont représentés d'une manière étonnante, surprenante, avec une grâce qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils n'ont pas forcément dans la vraie vie, eh bien, là, on est touché par la beauté libre.
parce que ça plaît librement à l'imagination. À la limite, on n'aurait pas besoin de savoir ce que c'est pour que ça nous plaise. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, oui, non, peut-être. La conclusion que j'en avais tirée avec vos camarades, c'est que euh, la beauté adhérente correspond à une forme de technique, forcément. Pourquoi? Parce que produire des choses belles de manière adhérente, c'est produire en fonction d'un certain concept. C'est produire en fonction d'une certaine norme, d'une certaine règle. Okay, et donc ça suppose une certaine technicité, c'est-à-dire ça suppose de savoir quel but on va atteindre et d'utiliser les meilleurs moyens pour l'atteindre. Alors c'est justement cette question-là que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. C'est peut-on, donc vous pouvez noter ça, peut-on maîtriser techniquement la beauté? Peut-on maîtriser techniquement la beauté? Autrement dit, est-ce qu'on peut produire techniquement la beauté? Donc vous laissez un petit espace si vous prenez votre cours en note, ce que je souhaite évidemment. Peut-on produire techniquement la beauté? Et donc on va parler de ce que Pascal appelle l'ergonomie. On peut aussi utiliser le mot de design. Quel est le rapport exact entre la technique et l'art à l'époque industrielle? On va lire un texte d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Séris, S-E accent aigu, R-I-S, et qui s'intitule très sobrement La technique. Jean-Pierre Séris, La technique. Un texte qui date de 2000, très exactement. Alors, je lis le texte, ensuite je vous poserai quelques questions, donc vous m'écoutez attentivement en étant le plus éveillé possible. L'essence de l'art est-elle de produire des objets fonctionnels? Cela ne serait pas impossible si l'on a en tête les arts industriels. La vie des formes y connaît des métamorphoses pleines d'intérêt et d'agrément, hors de tout caprice. Par le fonctionnel, la technique communique avec l'esthétique et elle développe une expérience artistique qui lui est propre. Les formes qu'un principe d'économie, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie, sélectionne, crée même un style dont on retrouve quelque chose dans la sculpture de Brancusi ou de Moore. Le beau, tout le monde l'avouera, est passé du côté de la technique industrielle. Et il a émigré du champ de l'art. Alors ça, j'expliquerai pourquoi. Désormais affranchi de sa tutelle. Débarrassé de l'idée du beau, l'art fait place au sens. Oui, ça c'est contestable. Du côté des techniques, le beau fait bon ménage avec l'efficace. Faut-il aller, comme certains n'hésitent pas à le faire, jusqu'à le rabaisser à n'être que synonyme d'efficacité psychologique, celle d'un excitant ou d'un calmant? C'est ainsi qu'on juge des accords de couleurs et de sons, selon les sentiments qu'ils induisent. Dire que les arts industriels sont les héritiers légitimes des beaux-arts ne veut pas dire que la beauté est une variable techniquement maîtrisée. Alors j'explique ou je réexplique le texte, étape par étape, et pour nous détendre, je pense que je vous projetterai un petit peu de Franck Lepage sur la question de l'art contemporain. C'est réac, mais ça fait du bien. Alors, l'essence de l'art est-elle de produire des objets fonctionnels? Que nous dit Jean-Pierre Séris dans ce texte? Jean-Pierre Séris nous dit que, alors ne prenez pas de notes, on fera une petite synthèse, le XXe siècle en particulier a transformé le rapport hiérarchique quant au beau entre l'art et la technique. Avant, la technique, c'était avant tout le domaine de la fonctionnalité, de l'utilité, et l'art visait le beau. L'art visait le beau.
Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, la technique se préoccupe de plus en plus de la question de la beauté, de la question de la beauté formelle, et l'art ne se préoccupe plus vraiment de la question de la beauté. Et d'ailleurs, on peut se demander de quoi l'art se préoccupe aujourd'hui. Euh, L'art contemporain, dit Céris, c'est la question du sens qui est absolument centrale. Et, ah oui, non, à chaque fois que je dis Céris, Siri s'excite. Euh, c'est flippant d'ailleurs, ça veut dire, enfin bon, bref, ça veut dire que nous sommes sous écoute à peu près pour tout, puisque si Siri reconnaît un mot, je ne vois pas pourquoi elle n'en reconnaîtrait pas d'autres. Euh, ce que va dire Céris, c'est donc qu'il y a eu une inversion des valeurs d'une certaine manière. L'art ne vise plus la beauté, c'est la technique industrielle qui s'en préoccupe. Mais qu'est-ce qu'on appelle la beauté dans le design? C'est aussi ça le problème. Est-ce que c'est vraiment la beauté que visait Rembrandt? Est-ce que c'est vraiment la beauté que visait Mozart? Est-ce que c'est vraiment la beauté que visaient les plus grands sculpteurs de l'Antiquité, par exemple, je ne sais pas moi, Phidias ou Praxitèle? La réponse est bah, pas vraiment en fait. Ouais. Alors justement, ce que nous dit Céris, c'est que on n'a pas du tout tous des personnalités différentes. Sinon, le design ne fonctionnerait pas aussi bien. Oui. Ouais. Alors, je vais relire une phrase du texte et vous me dites comment vous la comprenez. Alors, du côté des techniques, le beau fait bon ménage avec l'efficace. Faut-il aller, comme certains n'hésitent pas à le faire, jusqu'à le rabaisser le beau, à n'être que synonyme d'efficacité psychologique, celle d'un excitant ou d'un calmant. C'est ainsi qu'on juge des accords de couleurs et de sons selon les sentiments qu'ils induisent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, vous n'avez pas compris. En fait, euh, alors je vais vous raconter une histoire qui est vraie, sinon qui est à la fois drôle, terrible et vraie. Sinon, ce ne serait pas intéressant. Euh, Est-ce que vous savez d'où vient le rouge du drapeau nazi? Pascal, ça va pas la tête? Non, ça ne vient. Enfin, il y a évidemment un rappel au socialisme, puisque le parti nazi, c'est littéralement le parti national-socialiste ou socialiste national en allemand. Mais ça n'est pas le rouge, par exemple, du drapeau de l'URSS. Ce n'est pas exactement la même teinte de rouge. C'est un rouge où il y a un peu plus de brun. Et dans quelle grande marque américaine va-t-on retrouver ce rouge? Très précisément le même rouge. Coca. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que et en plus, c'est pas une coïncidence parce que la Coca-Cola Company commence à pénétrer le marché allemand dans les années 1920. Ils vont même créer une marque pour l'Allemagne nazie qui s'appelle Fanta, dont on boit encore quelques canettes aujourd'hui. Et en fait, les idéologues du parti nazi, on va dire les chargés de communication de ce parti, vont se dire, mais ce rouge fait vendre. Alors s'il peut faire vendre un truc aussi dégoûtant que le Coca-Cola, pourquoi ne ferait-il pas vendre nos idées à nous, hein, qui sont peut-être aussi difficiles à avaler que le Coca? Bah, ça marche. Ça marche très bien. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, et évidemment, il faut le dire, du nazisme, mais en termes de pub, ils étaient très forts. En termes de propagande,
Ils étaient très forts. Ils avaient réfléchi à ça. Et donc, Goebbels, qui a été le ministre de la propagande, du cinéma, de plein de choses du Troisième Reich, c'est un type qui va voir de très très près comment on travaille à Hollywood, comment on travaille dans les agences de pub de la Madison Avenue à New York, comment alors bizarrement, comment la psychanalyse va s'emparer en fait de la publicité pour faire vendre un maximum de produits. Alors sachant que la psychanalyse est une discipline médicale dont l'un des pères fondateurs est un type qui s'appelle Sigmund Freud et qui n'était pas bon, dont la religion ne cadrait pas vraiment avec l'idéologie nazie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous voulez, les nazis ont très bien compris l'efficacité de l'image, l'efficacité de la couleur, l'efficacité psychologique. Il y a des couleurs qui nous excitent, il y a des couleurs qui nous apaisent, il y a des couleurs qui nous poussent à consommer, il y a des couleurs que nous trouvons repoussantes. C'est exactement ce que dit Céris ici. Il nous dit, est-ce qu'on peut réduire la beauté à l'impact psychologique que certaines formes et certaines couleurs ont sur nous? Bah, c'est un peu triste, ça veut dire que la beauté, c'est comme, je ne sais pas moi, la couleur rouge sur un panneau de signalisation qui signifie le danger, etc., etc. Est-ce que la beauté, ça fonctionne comme ça? Est-ce que c'est simplement, est-ce qu'on peut, si vous voulez, produire de la beauté en laboratoire et ensuite vendre ça à une équipe marketing pour dire, bah voilà, il faudra cette couleur-là dans telle circonstance, cette autre couleur-là dans telle autre circonstance. Est-ce que la beauté, c'est justement le jaune précis qu'il va falloir mettre sur une canette d'Orangina ou de Fanta? Ouais, et ensuite, Pascal. Mais moi, je trouve que la beauté ne dépend pas forcément totalement de la couleur. Enfin, par exemple, il va y avoir la forme. Par Il exemple, va y avoir la forme, mais on va montrer aussi qu'il y a des formes qui vont être plus vendeuses que d'autres. Typiquement sur les téléphones, on va se rendre compte qu'il vaut mieux. Alors c'est aussi ergonomique, c'est-à-dire que ces téléphones, on les met dans nos poches. Il ne faut pas que les angles soient saillants. Il ne faut pas que les angles soient pointus, si vous voulez. Et donc, on va, parce que sinon, ça fait mal, ça fout des trous dans les poches. il faut que ça soit lisse, Il faut que ça soit lisse, il faut que tout soit lisse en fait. léger. Regardez, c'est alors angle quasiment, enfin, un angle arrondi, mais alors là, typiquement, c'est pareil pour regardez vos chaises. Hein. Il y a pas un truc pointu. C'est designé, c'est usiné, si vous voulez, pour plaire. Bon, alors, si vous voulez, je suis pas débordé par mes émotions esthétiques quand j'entre dans la salle de classe, hein, autant vous le dire tout de suite. Mais il y a quand même, si vous voulez, bon, hein, clairement, je suis pas au musée des Offices de Florence devant un Caravage, mais il y a quand même un truc. Il y a quand même une recherche de la forme. Et au fond, on s'en rend compte. Hein, euh, alors, je vous garantis que cette table-là, ces chaises-là, dans 100 ans, elles vaudront de l'or en brocante, c'est sûr. Hein. Il suffit de faire les brocantes à Bruxelles pour voir des trucs qui coûtaient 50 francs il y a 50 ans. Maintenant, ça vaut plutôt 5 000 euros. Donc, en partant, n'oubliez pas de voler une chaise. Ça vous servira plus tard. Mais en gros, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ça beau? Pourquoi on va se mettre comme des débiles à trouver que du mobilier de classe il y a 50 ans c'est beau, alors que là, franchement, bon, il se passe pas grand-chose, quoi. Ouais. Alors oui, effectivement, c'est ça. Oui. Il y a la rareté aussi. Il y a la rareté, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le principe d'une production industrielle semble s'opposer totalement, semble s'opposer totalement à une émotion esthétique. C'est très beau de voir une fois un bel objet,
Ça l'est un petit peu moins quand on se rend compte que c'est cloné. Euh, vous jouez aux jeux vidéo, je pense, hein. Vous semblez être le public. Euh, bon, prenons un jeu vidéo dans lequel, enfin typiquement un Assassin's Creed si vous voulez, où il y a beaucoup de bâtiments. Et vous allez finir par vous rendre compte, en tout cas dans les anciens, que cette très belle statue que vous avez vue quelque part, vous allez la revoir à l'identique, dupliquée, une cinquantaine, une centaine de fois. Et ça va vous saouler, ça va vous gonfler. Pourquoi? Parce que la beauté, c'est ce que je disais, c'est l'harmonie, c'est-à-dire une sorte de diversité, en fait, euh, dans l'accord, ou plutôt d'accord dans la diversité. Mais quand il n'y a pas de diversité, quand tout est homogène, quand tout est identique, euh, quand il n'y a, pas, il y a plus d'altérité, en fait, bah, il n'y a plus d'émotion esthétique. Oui. Je sais. Alors très sincèrement, la question de l'industrie de la mode, c'est un truc que je maîtrise pas suffisamment. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un défilé de mode contemporain, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'art contemporain. C'est hideux. Il n'y a rien qui soit métable, hein, autant le dire clairement. Vous allez j'avais vu un truc, enfin je pourrais même pas vous montrer la photo, c'est à la limite de la pornographie, et c'est, si vous voulez, des fonds de pension, c'est des fonds d'investissement et des bourgeoises de la jet set et des gigolos qui regardent ça en applaudissant, alors que si jamais ils portaient ça dans la rue, il y a fort à parier qu'ils se feraient arrêter dans les 5 minutes. Euh, mais la question qui est complexe dans la mode, dans l'industrie de la mode, c'est comment évaluer l'influence, par exemple, de ce genre de défilé et donc de recherche formelle qui est extrémiste sur nos consommations, si vous voulez, chez H&M, dans tous les magasins, si vous voulez, les plus courus, quoi. Oui. Et c'est pour ça, du coup, qu'on peut trouver de simples chaussures au prix de 500 € ou vraiment plus. Alors, Par exemple, des Balenciaga. il y a la question du prix, si vous voulez, des fringues, c'est très simple. C'est la question du rapport qualité-prix jusqu'à un certain prix. Et ensuite, c'est la question de l'exclusivité sociale de telle ou telle marque. Euh, et d'ailleurs, ce qui coûte le plus cher, c'est précisément d'acheter des marques que personne ne connaît vraiment, à part un petit groupe d'initiés, hein. C'est pas le polo Lacoste, si vous voulez, l'industrie de la mode. C'est euh, c'est des marques, si vous voulez, très confidentielles et très chères. Donc, rapport qualité-prix, je vous avais déjà expliqué ça dans le cours sur les échanges, c'est beaucoup moins cher finalement de payer 200 balles un jean qui a coûté 100 balles à produire, ok, que d'acheter 25 euros un t-shirt qui a coûté 5 centimes à produire. Donc, il y a cette question-là. C'est la question fondamentale du prix, c'est la marge que va faire le producteur, le distributeur, la marque, etc., etc. Bon, ok. L'autre question, c'est donc la question d'exclure une certaine clientèle grâce au prix pour choisir sa clientèle. Typiquement, est-ce que je ne sais pas moi, est-ce que un smoking Ralph Lauren sur mesure vaut vraiment 20 000 euros? La réponse est, à mon avis, non. Bah, en fait, il y a surtout des gens pour qui claquer 20 000 euros dans un smoking,
Si vous voulez, le prix, c'est une information. Ah, ça coûte ça? Bon, d'accord, ok. Et il y en a d'autres pour qui le prix, c'est un certain sacrifice. Et il y a des gens, si vous voulez, enfin, on prend le footballeur lambda qui doit palper, je ne sais plus combien, mais qui doit toucher à peu près 50 millions d'euros par an. Euh, Si vous voulez que ces baskets coûtent 150 euros ou 1500 euros, ça revient à peu près au même pour lui. Vous comprenez? Oui. Du coup, ça veut dire que si le prix, ça donne une information sur l'objet, Mm. c'est-à-dire même si l'objet, je l'ai fabriqué pour 5 centimes et que je le revends pour 120 euros, les gens vont croire que c'est un truc bien fait, hein, parce Ouais. que c'est à 120 euros. Vous avez compris, je pense, vous avez compris ce que c'était que l'art contemporain. Oh, nice. Vous avez compris ce qu'était en partie que l'art contemporain. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous montrer ça? Oui. Je voudrais vous montrer une vidéo d'un type qui s'appelle Franck Lepage. Et en fait, ce n'est pas que réactionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est assez con, hein, et convenu. Dans con, il y a convenu aussi. C'est de dire ah, il sait pas dessiner, ma petite sœur pourrait faire ça. Qui pourrait acheter ça? Alors surtout, qui pourrait acheter ça? Question stupide en fait. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ça. Et c'est précisément en fait ce discours sur l'art contemporain qui est pas très malin, si vous voulez, qui consiste à dire mais c'est ridicule. C'est pas ridicule du tout. C'est très intelligent même, l'art contemporain. Alors justement, il y a précisément cette dimension financière qui, pour ce type qui s'appelle Franck Lepage, qui n'est pas un philosophe, mais qui est un type qui a bossé en fait auprès plutôt des conseils régionaux. Les conseils régionaux ont une partie de leur budget qui est allouée à l'achat d'œuvres d'art contemporain. Et donc, il faut des mecs qui les conseillent un petit peu, quoi, qui leur disent quoi acheter. Et pas quoi acheter en fonction du goût du président de la région, hein. Quoi acheter en fonction de la cote de l'artiste. Et la cote de l'artiste, si vous voulez, c'est un petit peu comme le pari qu'on fait sur le Paris Saint-Germain à la dernière journée du championnat de Ligue 1, si vous voulez. C'est où est-ce qu'il en sera dans le championnat? Est-ce qu'il sera un peu plus haut ou un peu plus bas? Et c'est très intéressant de voir que l'art contemporain a transformé complètement notre rapport à l'art, a complètement transformé notre rapport aussi, je pense, à l'économie, et en tout cas a accompagné une forme de transformation de notre rapport à l'économie. À savoir que la question de la richesse va être complètement dissociée de la question de la valeur. La question de la richesse, c'est-à-dire de ce qu'on produit réellement, va être totalement distinguée de la question de la valeur, c'est-à-dire à combien est-ce qu'on valorise une entreprise. Je prends un exemple, Facebook. Que produit Facebook? En richesse, rien. En richesse, rien. Ils ne produisent pas d'objets, ils ne produisent pas de matières premières, ils ne produisent pas d'énergie. Euh, Ils produisent, c'est une gigantesque plateforme de publicité en fait, Facebook. Et donc ce qu'ils produisent en fait, c'est ce qu'on appelle de la data, c'est-à-dire des données sur les consommateurs. À combien est valorisé Facebook qui ne produit rien? À cher, je ne sais plus combien de milliards ça pèse maintenant, mais ça coûte ça vaut très cher. Distinction entre la richesse produite et la valeur créée. Créée de manière artistique, si vous voulez, et donc totalement artificielle. Allez, je vous passe cet extrait. Alors, est-ce que l'ordi est allumé? Alors, pour des raisons de droit, je ne pourrais pas. Il va falloir que je mette un terme à la vidéo, je pense. Parce que j'ai pas le droit de. J'ai le droit de vous montrer ça en cours, si vous voulez, pour des finalités pédagogiques, mais je ne peux pas faire en sorte que ça se retrouve sur YouTube. Attendez, vous monétisez vos vidéos? Et pas du tout. Mais même. Vous avez déjà vu des pubs Red Shadow Legends sur mes vidéos? J'en peux plus. Alors.
Bon alors, le page a un côté un peu brut de décoffrage. Oula! Le Google du lycée. Bon, c'est pas évident que je puisse vous la passer la vidéo, on va voir, hein. On n'a pas encore la DSL. Oui, j'accepte tout. J'accepte tout. Alors, 31 minutes, non. Allez, on va vous passer la version d'un quart d'heure. Alors, est-ce que... Hop. Est-ce que ça s'allume là? Est-ce que vous pourriez, bien s'il vous plaît, allumer ça? Et donc je mets un terme à la vidéo.